Dans ce cas, c'est un ictère. Il est discuté à part. Dans la période néonatale, il y a des présentations sur l'ictère. Mais une anémie, lorsqu'elle s'associe à un ictère, elle devient une anémie hémolytique. Il faut faire la part des choses. Et si vous discutez le diagnostic différentiel, l'erreur qu'il ne faut pas commettre non plus, c'est de dissocier l'anémie de l'ictère. Parce que si vous dissociez l'anémie de l'ictère, vous n'êtes plus dans l'anémie hémolytique. Donc ici, ce qu'on veut vous faire discuter, ce sont les autres entités étiologiques des anémies. Et là également, vous retournez à la leçon précédente. Ce sont les anémies d'origine carentielle, les anémies d'origine hémorragique, etc., etc. D'accord? Donc, vous pouvez éclater à condition de ne pas avoir de sujet de discussion pour le diagnostic étiologique. Par exemple, quand vous avez un syndrome œdémato-acétique, vous n'avez pas d'entité qui peut discuter, vous pouvez éclater. Un enfant qui a des œdèmes, vous ne savez pas comment faire, vous discutez devant l'œdème, devant l'acide, etc. Mais l'idéal, c'est de discuter les deux. D'accord? Alors, je ne vois plus parce qu'il commence à faire sombre. Je n'ai pas allumé la lampe. Alors, diagnostic différentiel. Diagnostic étiologique, c'est important. Enquête étiologique, clinique, paraclinique. Et comme vous l'a dit professeur Seck, vous profitez des différentes entités pour donner une approche thérapeutique. Et là, quand on vous dit anémie hémolytique, quand même, posez-vous la question, pourquoi anémie hémolytique dans nos pays? Cause constitutionnelle, numéro 1, c'est la drépanocytose. Cause acquise, numéro 1, ce sont les infections et surtout le paludisme. Bon, c'est vrai que maintenant, avec le programme national de lutte contre le palud, on a fait beaucoup d'efforts. Il y a moins de cas de palud, mais il fut longtemps, c'était le paludisme. Donc, au moins, qu'on fasse ressortir ces entités-là dans la description étiologique. Et vous systématisez. Bon, j'avoue que dans les diagnostics étiologiques, je n'étais pas trop concentrée parce que je suis vraiment un peu fatiguée. Donc, je n'étais pas très concentrée. Je n'ai pas trop noté comme la première leçon. Mais il faut, comment dire, systématiser. Constitutionnel, acquise. En général, les constitutionnels sont corpusculaires. Et les corpusculaires sont en rapport avec le globule rouge. Le globule rouge, c'est 3 parties. La membrane, les enzymes, l'hémoglobine. Et vous citez les étiologies en fonction de cela. Si vous avez des signes caractéristiques, vous les donnez, au moins pour une entité ou deux. Pour chaque groupe, vous prenez le plus fréquent. Par exemple, pour les hémoglobinopathies, prenez la drépanocytose. Qu'est-ce qui la caractérise? Comment on fait le diagnostic? Qu'est-ce qu'il faut pour la prise en charge? Qu'est-ce qu'il faut pour la prévention? Au moins, un mot de chaque entité. Et vous prenez les causes membranaires, la sphérocytose, par exemple, héréditaire. Vous donnez les caractéristiques, 1 à 2 éléments. En général, si vous en faites pour 1 ou 2, le reste, vous pouvez citer. Les causes enzymatiques, ceux qui sont au N, quelle est l'entité la plus fréquente? C'est le déficit en G6PD. Vous donnez quelques éléments et puis vous passez. Alors, les causes acquises en général, elles sont extracorpusculaires. Et les causes extracorpusculaires, elles sont soit allo-immunes, vous remontez la période néonatale. D'accord? Allo-immune, c'est allo-immunisation photomaternelle dans le système Rhésus, dans le système ABO, ou bien auto-immune, avec l'anémie hémolytique auto-immune, parfois qui peut s'associer à une thrombopénie auto-immune dans le cas du syndrome d'Evans, les causes immunoallergiques, des causes infectieuses, les causes mécaniques, comme l'a dit le professeur Seck. Donc, vous faites le tour, et dans les causes infectieuses, il y a les causes parasitaires, c'est le palu, mais il y a des causes bactériennes également. Donc, il y a des infections, surtout les septicémies à Clostridium, qui donnent souvent des tableaux d'anémie hémolytique. Donc, n'oubliez pas les causes infectieuses, c'est toujours les micro-organismes. Infections bactériennes, parasitaires, etc. Vous citez les causes, les agents qui sont le plus souvent responsables. Et les causes mécaniques, etc. Et maintenant, vous venez à la prise en charge. C'est toujours la prise en charge préventive, curative d'abord, puis préventive. Curative, c'est but, moins indication. Vous donnez les mesures générales. Vous avez une hémolyse. Comment faire pour compenser l'hémolyse? Les mesures vraiment classiques, les supplémentations en acide folique et les conseils que vous donnez aux enfants qui ont des maladies chroniques. Parce que le plus souvent, ce sont des maladies chroniques. Et maintenant, s'il y a une possibilité de prise en charge curative, vous le dites. Il y a certaines entités, il faut des mesures peut-être, comment on les appelle, palliatives. Un enfant qui fait une sphérocytose héréditaire, on pourrait éventuellement lui proposer une splénectomie
Un enfant qui fait une anémie hémolytique auto-immune qui a du mal à être compensé, également, il faut lui préposer une splénectomie. Donc, ça, ce sont des traitements palliatifs. Et à chaque fois que vous donnez un traitement, vous donnez les adjuvants. Avant de faire une splénectomie, qu'est-ce qu'il faut faire? Les préalables. La vaccination antipneumococcique, complément des vaccins du PEV, et ensuite, mise à jour des vaccins, surveillance de la température, éviter toutes les infections, parce que quand on vire la rate à un enfant, après il devient fragile, il devient immunodéprimé, et une petite infection peut entraîner une septicémie parce qu'on a supprimé le filtre de la rate. Donc là, vous parlez de ces éléments pour éviter les risques infectieux secondaires. Si ce sont des maladies constitutionnelles, greffe de moelle osseuse pour les hémoglobinopathies par exemple, les conditions, il faut un donneur, HLA compatible, et qu'est-ce qu'il faut dans le suivi après ces traitements curatifs. Et maintenant, dans la prévention, toujours primaire, secondaire, tertiaire, en fonction de ce qui est disponible. Au niveau de l'échelle individuelle, au niveau collectif, qu'est-ce qu'il faut faire? Et dans les maladies constitutionnelles, c'est surtout le conseil génétique. Et vous savez ce que cela vaut dans nos pays. C'est difficile de faire le conseil génétique. Même si on le fait, après, c'est après coup que les gens se rendent compte qu'il y a un risque de naissance d'enfants qui vont porter la maladie. Alors, globalement, c'est ce que j'avais noté pour cette deuxième leçon. On ne pourra pas faire la troisième, donc on va la décaler pour demain. Et ce sera un peu difficile parce que, bon, moi, les commentaires, c'est important. Si on n'arrive pas à finir, on va essayer de voir comment faire pour la semaine prochaine. Donc, demain, on va commencer un peu plus tôt, vers 9 h peut-être. Est-ce que, professeur Seck, vous avez des éléments à ajouter? Merci, professeur Immuno. Je pense que tous les commentaires ont été faits. Ça va. Merci beaucoup. Et les autres, vous avez des commentaires, des questions avant de clore la session? Ça va, vous êtes fatigué? Oui, c'est normal, on est en fin de journée. Donc, je vous remercie tous. On se dit à demain et demain, Inch'Allah, on pourra commencer à 9 h. Faites l'effort de vous connecter tôt, de sorte qu'à 9 h, on commence la première présentation, Inch'Allah. D'accord, professeur. Merci beaucoup. Allez, merci beaucoup. Merci à demain. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Okay. Professor, bonsoir.